Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, un petit épisode bonus parce que nous sommes le 4 janvier 2025, le jour où cet épisode sort. Et en fait, le 4 janvier, c'est la journée internationale du braille. Pour une bonne raison, c'est la date de naissance de Louis Braille qui est né le 4 janvier 1809. Alors, pour revenir un petit peu sur le braille, déjà, donc, c'est Louis Braille qui l'a inventé, c'est un dérivé d'un autre système. Donc Louis Braille, c'est un homme qui est né donc, le 4 janvier 1809, il est décédé le 6 janvier 1852. Et dans sa courte vie, du coup, c'est quand même assez jeune en termes d'âge de décès. Il faut savoir que du coup, il n'est pas né aveugle, il est devenu aveugle à 3 ans et il est parti à l'équivalent de l'INJA, donc l'Institut national des jeunes aveugles, qui avant ne s'appelait plus comme ça, ne s'appelle pas comme ça, mais qui était en gros l'Institut royal pour les aveugles. Donc dans cet institut, il a donc appris pas mal de choses et surtout, Louis Braille c'est quelqu'un qui avait la fibre de quelqu'un qui inventait les choses. C'était un inventeur et quand il a découvert le code de Monsieur Barbie, en fait, qui faisait un code sur, je crois, 12 points en termes de hauteur. Enfin, c'était un code très très dur à lire tactilement. Ce monsieur qui l'avait inventé, faut savoir que c'était quelqu'un qui était voyant, et donc du coup n'avait pas les problématiques de lecture réellement des personnes aveugles. En tout cas, il ne vivait pas le handicap. Et ça, clairement, c'est quelque chose qui, même aujourd'hui, quand on ne vit pas les choses, on a du mal à comprendre les difficultés qu'on peut rencontrer. Et Louis Braille, en fait, à l'âge de 18 ans, il sort la première ébauche de son code Braille, qui s'appelait pas forcément code Braille à cette époque-là. Et il va falloir attendre encore 2 ans, donc en 1829, pour que la première version officielle du code Braille soit sortie. Et donc du coup, avec cette première version, donc 1829, il n'a que 20 ans. Faut savoir que 1829, il est décédé en 1852, donc ça fait qu'il lui reste encore 23 ans de sa vie, donc il est même pas encore à la moitié de sa vie. Il sort déjà le code Braille. Et il va y apporter quelques modifications pour le faire, pour le rendre capable de lire aussi des mathématiques, de la musique, et pas seulement du texte des livres. Et en fait, ce code Braille est tellement simple à apprendre, parce qu'en vrai, il y avait 64 caractères à apprendre. Enfin, aujourd'hui, il y a 64 caractères à apprendre, ce qui est quand même assez simple. Ces 64 combinaisons, ça nous permet de lire, d'écrire, d'accéder à la culture. Donc clairement, cette invention, aujourd'hui, on est quand même à peu près, si je compte bien, au moment où sort l'épisode. Donc c'est sorti en 1829. Nous sommes bientôt 200 ans, dans 5 ans, même pas dans 4 ans, nous serons au bicentenaire de l'invention du braille et de la sortie du premier code braille, ce qui est quand même une invention qui est assez lointaine au final pour nous, mais qui est toujours d'actualité. Alors, les évolutions du braille, parce que ça c'est important aussi de recontextualiser, il faut savoir que, surtout pour l'écriture, ce qui était dur avec le braille, c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'on utilise à l'époque, c'est même des outils qu'on utilise toujours aujourd'hui, c'est des tablettes où il y a des trous dedans en fait, qui vont guider les points avec des lignes qui nous permettent de suivre une ligne d'écriture braille. Et c'est des points, on va mettre une feuille dans cette tablette et on va venir poinçonner le papier avec un poinçon, ce qui nous permet de créer du relief. Donc il faut forcément des feuilles de papier assez épaisses qui vont nous permettre de pouvoir garder cette impression, ce relief sur le papier. Bon, ça, il faut savoir que deux choses, avec un poinçon, on arrive par l'arrière du papier par rapport au sens de lecture, donc il faut écrire ce qu'on appelle en miroir. Typiquement, la lettre A, qui est le point 1 quand on la lit, quand on va l'écrire, ça va être le point 4. Parce que du coup, on va inverser la manière de lire et d'écrire. Ça, ce qui n'est pas évident, ce n'est pas évident pour tout le monde de faire ce mode miroir. Et il va s'avérer que presque 100 ans après le décès de Louis Braille, il va sortir une invention qui est hyper pratique, qui est toujours d'actualité, qui est toujours utilisée aujourd'hui, la machine à écrire Perkins. Alors, elle n'est pas du nom de son inventeur, elle est du nom de l'école de l'institut où elle a été créée. Donc il faut savoir que le premier prototype est sorti en 1939. Donc clairement, pas forcément la meilleure des années
pour notre monde, parce que cette même année, vous savez bien, la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Il a fallu attendre du coup la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est en 1951 qu'on a eu la première machine Perkins de commercialiser et du coup qu'on a pu utiliser. Alors la machine Perkins, la différence avec la tablette Braille, c'est que déjà c'est une machine à écrire. Donc on oublie le mode miroir, c'est la machine qui se débrouille toute seule comme une grande. Nous, sur cette machine à écrire, contrairement à une machine à écrire classique, on va avoir que 9 touches au total. Donc on a les 6 touches pour faire un point braille, c'est-à-dire que je touche du point 1, du point 2, du point 3 jusqu'au point 6. J'ai la barre d'espace pour faire un espace quand j'en ai besoin. J'ai une touche pour sauter une ligne et j'ai une touche pour revenir en arrière d'un caractère. Donc en fait, au final, un peu comme sur une machine à écrire classique. Et j'ai un système, du coup, qui va me permettre d'enrouler le papier et qui va me permettre d'écrire dessus. Donc cette machine est très très facile à utiliser. C'est très simple d'écrire, ça fait beaucoup de bruit, ça c'est le problème de la machine à écrire. Mais du coup, vous allez voir que cette machine Perkins est toujours d'actualité pour une bonne raison, parce que je vais arriver sur la dernière partie de l'évolution du braille et de ce qu'on utilise aujourd'hui, sachant que tout ce qui a été inventé depuis 1829, donc on a une évolution du code braille pour s'adapter aux mots du quotidien, pour s'adapter à l'orthographe, à la grammaire qui a évolué, mais en soi, la tablette et le poinçon pour écrire existent toujours, on peut toujours en acheter. Les machines Perkins, on peut toujours en acheter, elles existent toujours. Donc ce sont déjà 2 types de produits qu'on retrouve dans le quotidien des personnes aveugles. Ensuite, la dernière évolution par rapport au braille, c'est les plages braille, les bloc-notes braille, les afficheurs braille. Ça, c'est ce qu'on va connecter à un ordinateur. Bon, sauf pour la partie bloc-notes un bloc-notes braille, en fait, c'est un peu un mini-ordinateur, mais on peut aussi le connecter, la majorité, on peut les connecter à un autre ordinateur pour faire afficheur braille. Donc ça permet quoi ? Ça permet d'afficher du braille sur une ligne avec des points qui montent et qui descendent. On appelle ça aussi des afficheurs éphémères, parce que ça va être en fonction de ce que le lecteur d'écran, dont je vous ai déjà parlé, va lui envoyer. Et en fait, ces afficheurs braille, pour la majorité, pour la plupart, ils sont aussi dotés d'un clavier Perkins. Alors, sauf que la petite particularité de ce clavier Perkins, c'est comme je vous avais dit dans un autre épisode, le braille informatique, il n'est pas codé sur 6 points, il est codé sur 8 points. Et en fait, donc on vient rajouter en dessous des points 3 et 6, on vient rajouter les 2 points. Donc ça fait qu'on a 2 colonnes de 4 points. Et ça, c'est ce qui est très très pratique pour l'informatique, c'est qu'il faut savoir que tous nos caractères qui sont affichés à l'écran viennent d'une table qu'on appelle la table ASCII. C'est pas qu'elle va à la montagne, c'est le nom de cette table, tout simplement. Mais cette table ASCII, elle a 256 caractères. Et quand on fait 2 puissance 8, on retrouve le nombre 256. Alors, essayez de faire 2 fois 2 fois 2, et ça vous le faites 8 fois. Vous allez arriver sur 256. Et en fait, ça nous permet de coder sur une seule cellule le caractère. Par exemple, en braille à 6 points, quand je veux taper un A, c'est juste point 1 tout seul. Si je veux avoir un A majuscule, je vais d'abord sur une première cellule dire que je vais mettre le caractère qui indique que c'est une majuscule, donc les points 4 et 6, et la cellule d'après, j'ai le A, donc le point 1. Donc je code ma majuscule sur 2 cellules. Et du coup, ça prend de la place. Sur le braille informatique, là par contre, le A normal, c'est toujours le point 1. Le A majuscule, c'est le point 1 plus le point 7. Donc, ça, c'est une particularité du braille informatique. Ça permet de faciliter l'écriture de certains caractères spécifiques à l'informatique. Et surtout, ça nous permet d'avoir vraiment cette bonne correspondance. Ensuite, le défaut du braille informatique, c'est que Uli Braille avait bien réfléchi à la taille de sa cellule sur 6 points. C'est quelque chose où, pour lui, c'était important de pouvoir lire très facilement du bout d'index. Avec les 2 points en plus sur la braille informatique, c'est moins évident. Mais il faut savoir aussi que nos lecteurs d'écran sont capables à la fois de m'envoyer du braille à 6 points classique, du braille à 6 points abrégé et du braille informatique. Et ça, c'est quand même assez pratique. Du coup, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas les besoins du braille informatique peut très bien être sur du braille à 6 points, donc abrégé ou non. Et ça, c'est important de le noter. Donc tout ça, c'est pour l'historique du braille. L'historique, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et on voit qu'en fait, il y a toujours des évolutions. Et je sais qu'actuellement, on cherche aussi à faire en sorte que les afficheurs braille deviennent beaucoup plus bon marché. Aujourd'hui,
une plage braille de 40 caractères, c'est-à-dire que je peux avoir une barrette au maximum de 40 caractères affichés, c'est entre 4 000 et 5 000 euros. Une de 80 caractères, c'est au moins 10 000 euros. D'accord ? Et les premières entrées de gamme sur des petites plages braille, mais là, la lecture n'est pas très confortable, c'est quand même minimum 1000, 1200 euros. Donc du coup, clairement, dans les pays comme la France, ça reste compliqué pour un particulier d'accéder à tous ces appareils, parce que même avec des financements, il faut savoir qu'en France, la MDA ou les MDPH, en fonction des départements, financent jusqu'à 75% du montant du produit. Sauf que quand vous faites 75% de 5 000 euros, il vous reste quand même 1 250 euros de votre poche. Ce qui est quand même assez gros au final à payer. Et tout le monde ne veut pas sortir 1 250 euros. Donc ça, c'est pour un peu l'état des lieux du braille aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais dans cet épisode aussi, donc on a fait un long historique, mais surtout, c'est à quoi ça sert le braille dans le quotidien d'un aveugle. À part la lecture, c'est très bien. Moi, j'ai envie de dire, ça sert à de l'inclusion. Ça sert à trouver un métier qui ne soit pas un métier basique où on ne demande pas de qualification intellectuelle. Là où je veux en venir, c'est que quand vous ne lisez pas souvent, quand vous n'écrivez pas beaucoup, quand vous ne réfléchissez pas régulièrement, quand vous faites des métiers qui sont plutôt du travail à la chaîne, effectivement, là, le braille ne va pas forcément vous servir dans d'autres domaines que l'accès à la culture, que l'accès à l'écriture et à la lecture. Mais dans des métiers où on a besoin de beaucoup lire, de beaucoup écrire, d'être compétent sur cette partie-là, ou dans des métiers où un lecteur d'écran, quand il vous donne l'information en synthèse vocale, c'est pas chouette à écouter. Typiquement, je pense aux développeurs d'applications. Quand vous entendez des trucs du style int i égale 0, point virgule, ou void, nom de ma fonction, parenthèse ouvrante, int toto, parenthèse fermante, accolade ouvrante, en fait, c'est pas évident à écouter. C'est quelque chose qui est pas très agréable non plus. On a plein d'informations à gérer. Et clairement, des fois, en plus, en fonction de notre mode de d'énonciation de la ponctuation, on n'a pas tous les caractères d'énoncé en synthèse vocale. Parce que là, je vous ai parlé de point-virgule, de la parenthèse, des accolades, mais il faut aussi les crochets, les virgules, les points-virgules, les deux points. Enfin, tous ces symboles-là, si ça nous les dit en synthèse vocale, franchement, on peut vite péter un câble. Alors que la plage braille, ça nous permet de lire notre ligne de code beaucoup plus facilement. Et des fois, ça nous permet aussi de beaucoup plus se représenter où est-ce qu'on est dans notre code, comment c'est construit. Et pour l'apprentissage, c'est quand même plutôt chouette. Ça va nous aider aussi dans les métiers, où je pense à tous les métiers comme le droit, comme tous ces métiers en fait, où il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de textes aussi à écrire. Forcément, si on peut lire plus facilement, si on peut se corriger aussi plus facilement. Parce que, comme je vous dis, la ponctuation des lecteurs d'écran, au niveau de la synthèse vocale, moi typiquement, mon lecteur d'écran ne me dit pas point d'exclamation, ne me dit pas les points d'interrogation, ne me dit pas les virgules, parce que du coup, sinon, ça fait des textes qui sont hyper lourds à écouter. Par contre, en braille, j'ai vraiment la possibilité de reconnaître mon point, reconnaître ma virgule, reconnaître toute cette ponctuation, de voir aussi que j'ai écrit SON alors que c'était un SONT, et ça, à la synthèse vocale, ça fait toujours le même son. Donc clairement, ça, le braille me permet tout ça. Donc ça permet vraiment une inclusion, aussi un accès à la culture. Moi, j'ai envie de dire que lire un livre en braille, c'est quand même quelque chose, on va à notre rythme, on va à la vitesse que l'on souhaite, alors que là où le livre audio, on subit la vitesse du narrateur. Alors, je suis un fervent défenseur des livres audio, j'adore ça, j'en écoute vraiment des tonnes, mais c'est vrai que quand j'ai envie de lire autrement, le livre en braille est quand même très bien. Ce qui me permet aussi de consommer différemment ma lecture. Par exemple, un livre audio, je vais l'écouter en faisant la vaisselle, je vais l'écouter en faisant mon sport, je vais l'écouter en faisant d'autres choses. Alors qu'un livre en braille, c'est comme un livre papier au final. J'ai besoin d'être que sur ça, je ne peux que lire mon livre en braille, je ne peux pas faire ma vaisselle en lisant. Enfin, clairement, j'ai des mains qui vont... j'ai que deux mains, donc il me faut pour lire ou faire ma vaisselle. Donc clairement, on est sur quelque chose de différent. Donc le braille permet tout cet accès-là, permet aussi, quand je vous le dis, on prend le livre, si je lis le même livre que des amis, je peux vraiment en discuter, j'aurais lu vraiment le livre, sachant que quand je lis avec mes yeux ou que je lise avec mes doigts, dans le cerveau, il se passe quasiment la même chose en fait. C'est la même partie du cerveau qui va être utilisée. Et ça fait que
on peut vraiment dire « je lis mon livre en braille ». Alors que c'est vrai que pour l'audio, on peut être un peu tatillon et dire que bah non, tu ne lis pas un livre audio, tu écoutes un livre audio. Et effectivement, c'est un peu différent, mais pour l'imaginaire, pour la construction de l'univers qu'on est en train d'écouter, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc ensuite, le braille aussi, ça nous permet d'accéder à des métiers que si on ne connaissait pas le braille, on n'aurait potentiellement jamais eu accès. C'est surtout ça qui est important en fait. C'est des métiers qui, clairement, pour les aveugles, moi si je regarde, si on va par exemple sur les CRP, donc les centres de rééducation professionnelle, où on apprend des métiers, clairement, il y a des métiers où c'est dit, c'est du braille qu'il faut connaître. Parce que ça va nous permettre une plus grande autonomie, une plus grande rapidité aussi. C'est important d'être efficace sur son métier. Clairement, si aujourd'hui, sur le marché du travail, je dois faire un choix entre une personne aveugle et une personne voyante pour un même métier, ce qui va compter, c'est que les deux me prouvent qu'il soit efficace. Et je m'en fiche qu'il soit aveugle ou pas, en fait. C'est s'il est efficace, s'il fait la tâche dans le temps imparti, bah, moi, ça me va. Parce que si le voyant, il glande et qu'il met du temps, qu'il ne fait pas l'affaire, il verra aussi bien qu'un aveugle qui ne fait pas l'affaire. Et en fait, c'est pas une question de handicap, c'est une question dans le monde de l'entreprise. On doit faire ces tâches dans un temps imparti, on a des délais à respecter. Et effectivement, et c'est là la dureté de notre monde, c'est que si, avec le handicap, on n'est pas capable d'aller assez vite, je dis pas plus vite, moins vite qu'une personne qui voit bien, mais si on n'est pas capable d'être assez efficace, bah, c'est compliqué de nous recruter. C'est une question d'efficacité et c'est une question principalement d'argent en fait derrière au final. Et clairement, moi derrière, si j'ai quelqu'un qui me dit, quelqu'un que je paye à l'heure, qui me dit, moi ça pour faire ça, je mets 15 heures, l'autre me dit, moi j'en mets 5. Ah bah ouais, effectivement, t'es payé à l'heure, je vais prendre 5 heures au lieu de 15. Hein. Je paye 3 fois moins cher pour le même résultat. Attention, je parle bien du même résultat. Par contre, effectivement, si j'ai deux personnes qui sont au même niveau, qui vont à la même vitesse, là, le handicap ne rentre plus en compte. Et bien sûr, je sais que dans tout ça, je vais peut-être pas me faire des amis, en disant, mais oui, mais les handicapés, c'est quand même les employés. En vrai, oui, mais si, moi, en tant qu'entrepreneur, si derrière, entrepreneur et en situation de handicap, je rappelle que je suis aveugle, si en face de moi, la personne que j'embauche, elle n'est pas efficace, mais c'est pas une question de handicap, moi c'est une question d'efficacité. Si tu m'apportes plus de contraintes que d'avantages, clairement, mon choix va être vite vu en tant qu'entrepreneur. Et c'est pas une question de pas être pour l'inclusion des personnes, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi que la personne soit en capacité de faire les choses. Mais ça, c'est pareil, qu'on soit en situation de handicap ou pas, en fait. Si derrière, la personne ne fait pas le taf, elle ne fait pas le taf. Donc vraiment, là-dessus, j'ai l'impression de me répéter depuis 3 minutes, mais c'est vraiment ça. Donc là-dessus, le braille peut vraiment apporter de l'efficacité, peut apporter de l'autonomie, peut apporter aussi une relecture plus facile. Moi, principalement, ma plage braille m'aide beaucoup à relire ce que je fais. Donc là-dessus, c'est tous les avantages du braille. Et j'aimerais finir sur une petite note peut-être un peu moins sympa, c'est que quand j'ai fait ma rééducation basse vision, j'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Et en fait, j'ai dû me battre pour apprendre le braille. J'ai vraiment dû me battre pour ça. Et autant, quand on a en face de nous, ça c'est vraiment destiné aux rééducateurs, vous avez en face de vous une personne qui a 70 ans, qui devient aveugle. Si c'est pas une personne qui lit beaucoup, clairement le braille, pourquoi l'embêter à lui apprendre le braille ? Clairement là-dessus, je suis assez d'accord, même si je me dis, c'est toujours un accès à l'écriture, un accès à la lecture qui est vraiment très très bien. Mais une personne qui a 20 ans, 25 ans, qui devient aveugle, c'est elle qui doit se battre, et on n'est pas tous armés pour se battre à ces âges-là, pour faire certains apprentissages, pourquoi l'empêcher d'apprendre le braille ? Parce que clairement, c'est un outil qui va l'aider dans son quotidien, dans son futur métier, qui va l'aider à pouvoir être pas juste un handi qui reste chez soi, mais un handi qui sort, un handi qui va trouver un métier, qui va trouver un travail, qui va s'inclure dans la société, qui va avoir un accès à la culture. Donc clairement là-dessus, les centres de rééducation, arrêtez de faire en sorte de nous bloquer ça, parce que on ne peut pas tous avoir un accès à un apprentissage du braille hors de ces centres de rééducation. Et clairement, si vous apportez la bonne méthode, si vous apportez la bonne motivation, ça s'apprend vite le braille. Le code braille s'apprend très vite et se mémorise bien. Donc clairement là-dessus, n'hésitez pas à l'apprendre aux patients que vous avez en rééducation. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode bonus sur le braille sur le braille en général vous aura plu. Donc
J'ai envie de dire que moi j'espère pour le futur du braille qu'il y aura encore des évolutions au niveau technologique qui vont nous permettre d'être encore mieux sur le braille, d'être encore plus dépendant du braille afin qu'il ne meure pas. Parce que beaucoup de gens se posent la question de mais est-ce que le braille a toujours une valeur aujourd'hui ? Je pense que cet épisode montre bien que le braille est extrêmement important dans le quotidien de personnes aveugles ou de personnes très malvoyantes. Et donc du coup, moi je pense que le braille restera un codage qui sera toujours utile pour les personnes aveugles. En tout cas, il y a toujours des endroits où on en a besoin et c'est important d'apprendre à le lire, d'apprendre à l'écrire. Ça nous permet de garder vraiment du sens de l'écriture, de la grammaire et tout ça. Donc comme d'habitude en fin d'épisode, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à mettre des commentaires, à me dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Ça me permettrait de m'améliorer et de faire des choses de mieux en mieux. En tout cas, mon but, c'est d'évoluer et de grandir avec vous. N'hésitez pas à commenter. Et bien sûr, si vous voyez que je ne réponds pas à des commentaires, peut-être dites-moi par email à l'adresse nicolas@amurodanslaville.fr, ce qui me permettra aussi d'aller voir pourquoi j'ai pas ces notifications. Si vous voulez participer à l'émission, si vous voulez que j'aborde des sujets, vous pouvez aussi m'envoyer un email à la même adresse. Et moi, je vous dis du coup, je vous souhaite déjà aussi une bonne année. C'est mon premier épisode de 2025. Ça fait déjà quasiment 6 mois que le podcast existe. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode d'Un Miro dans la ville.